Salut Mélanie, ça va? Salut Matt. Ouais, ça roule. Ok. Bon, ben, on va démarrer cette nouvelle session d'investigation ensemble. Je vais te laisser tranquillement prendre le temps de t'apaiser et je vais commencer dans un instant le décompte. En comptant, comme d'habitude, à l'envers, de 7 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre. Et à chaque chiffre que je vais prononcer, ça doublera ton état de relaxation. Et à 1, tout ton corps sera parfaitement détendu et relâché. 7, tu es 2 fois plus détendu, 2 fois plus relaxé. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Mélanie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, j'aimerais que tu ailles à la période qui précède la naissance des civilisations égyptiennes. 1, 2, 3. Quand tu m'as dit ça, Ouais, ça m'a amené sur très loin en arrière au moment de la Pangée, hein. d'accord. Très bien, dis-moi ce que tu vois à cette époque-là. Pour l'instant, c'est assez flou. Je vois vraiment que cette grosse masse continentale, en fait. Ok, très bien. Alors tu vas accélérer le temps et dis-moi ce que tu vois. Je vois les continents qui dérivent. Mhm. Observe la naissance de la civilisation égyptienne et décris-moi ce que tu vois. Euh, pour l'instant, je vois pas grand-chose. D'accord. À part, je suis au-dessus du continent africain, mais Mhm. pour l'instant, c'est très vague. Très bien, essaye de prendre le temps. Va à un moment donné important de cette naissance de la civilisation égyptienne. Si tu vois pas finalement voilà, une sorte de mouvement de création de cette civilisation, essaye d'aller à un moment déterminant à l'origine de la naissance de la civilisation égyptienne. Ça me vient pas pour l'instant. D'accord, très bien. Tu vas prendre le temps de te mettre au niveau de ton cœur, Mélanie. Tu vois absolument tout.
Là, je suis en face du sphinx. Très bien. Parfait. Tu es à quelle époque? Maintenant. Ok, parfait. Maintenant que tu as pris l'essence de cette civilisation égyptienne, j'aimerais que tu ailles à un moment important, à l'origine de ce qui est autour de toi, de ce sphinx, de ce qui représente la civilisation égyptienne d'aujourd'hui. Ces pyramides remontent dans le temps jusqu'à un moment déterminant. Je... je suis toujours sur le sphinx en fait. Et, D'accord, décris-moi alors à ce moment-là ce que tu vois. ça me fait remonter en fait à l'époque, si tu veux, où la constellation du lion est en face de la tête du sphinx. Ok, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vois pas les pyramides. D'accord. Tu vois le sphinx, mais pas les pyramides. Oui. Ok, très bien. Décris-moi un peu la société égyptienne à cette époque. Fais le tour. Je vais te dire ce que je ressens. Pour moi, c'est pas ce qu'on pourrait appeler l'Égypte des Égyptiens. Même si là, je vois par le bâtiment, enfin par ce sphinx en fait, Ouais, j'ai l'impression que ça tire pas naissance en fait de ce qu'on pourrait appeler maintenant la civilisation égyptienne. ok, très bien. Alors d'où ça vient et quelle est l'origine de ça? Dis-moi juste ce que tu ressens, ce que tu peux voir, ce que tu peux percevoir. Pour l'instant, j'ai l'impression que toute ma vision en fait est captivée par ce Par sphinx. ce sphinx. Ok. Ouais, et j'ai du mal à voir autour, Non, mais à voir les détails autour. on va s'y intéresser. On va s'y intéresser à ce sphinx. Touche-le, Mélanie. Touche-le et j'aimerais que tu remontes au moment de sa création. Qui a construit ce sphinx? Qu'est-ce que tu vois? J'ai l'impression que toutes les images sautent. Je sais pas, y a rien de clair en fait. Ok. Alors attends, là on va prendre un tout petit peu de recul. Tu vas revenir chez toi. J'aimerais, je vais venir à tes côtés. Je vais venir à tes côtés. J'aimerais que tu me dises ce que tu vois. Regarde-nous. Regarde-toi. Regarde-moi et dis-moi ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ta vision ce soir? Qu'est-ce que tu ressens? Non, je vois rien de particulier. D'accord. Très bien. D'accord. Très bien. Il n'y a rien qui est à l'origine de ça et qui serait lié à un état, que ce soit de ton côté ou du mien. Ok. Mais pourtant, à chaque fois que tu regardes ce sphinx, ta vision était floue. Mais même en Ouais. parlant de l'Égypte, en fait, c'est comme si c'est comme s'il y avait plusieurs images que j'arrive pas à distinguer qui Mhm. se superposent en fait. Tu vas prendre le temps, Mélanie, essaye de trouver, parmi toutes les méthodes, toutes celles qui sont à ta disposition, et elles sont infinies, trouve un moyen de stabiliser ces images, de les dissocier. Obtiens une vision absolument claire de ce thème.
qu'est-ce qui bloque cette vision et ces images? En fait, c'est le terme civilisation égyptienne qui semble Ok, me déranger, en fait. très bien. Alors à ce moment-là, tu vas me dire qu'est-ce qui résonne le mieux et qui serait en rapport avec ce que nous nommons aujourd'hui la civilisation égyptienne. Qu'est-ce qui est à l'origine finalement de ces pyramides, de ce sphinx? On va d'abord essayer de s'intéresser et de continuer à s'intéresser à ce sphinx. Tu l'as vu, tu es devant lui, j'aimerais que tu y retournes. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les pyramides, elles sont beaucoup plus récentes. D'accord, très bien. Beaucoup plus récentes que ce qu'on voudrait nous faire croire. Ok. Ok, on va s'y intéresser juste après. Là, continue d'observer ce sphinx. Trouve, fais-en le tour. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes bâtisseurs qui ont fabriqué le sphinx et qui ont construit les pyramides. Ok, alors tu vas t'intéresser maintenant aux bâtisseurs de ce sphinx. J'aimerais que tu te connectes à l'un d'entre eux. Ils sont pas nombreux, je les vois. Pour l'instant, je les vois assez. Je vois cinq lumières D'accord. ovales. Okay. Très bien. Essaye d'observer plus précisément l'une de ces lumières ovales. Là, le crâne un peu plus grand. Elle a des yeux à peu près de la même taille que nous. Ok. Pas de cheveux. D'accord. Très bien. Et le vert pâle, mais très pâle. Ok. Ils font quelle taille? Ils sont plus grands que nous. Ok. Est-ce que tu as une idée à peu près de la proportion? En mètres? Ils font 2,50 m, quelque chose comme ça. Ok, très bien. Donc, quelle technologie ils utilisent pour construire ce sphinx? Ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'archéoacoustique. Ils utilisent le son. Le son? Ok. Avec le son, ils peuvent tailler, ils peuvent modeler, ils peuvent... D'accord, ok. Ouais. Très bien. Ok, combien de temps ça leur a pris de le construire? Ça se compte en jours. Pas plus d'une dizaine de jours. D'accord. Ok. C'est une balise temporelle pour la Terre, en fait. Pas forcément pour les habitants, parce qu'ils y comprennent pas grand-chose, mais pour eux, en tout cas, ça leur permet de dater la Terre. D'accord, très bien. Quels sont leurs buts finalement en dehors effectivement de cette capacité de balise dont cet objet finalement a comme fonctionnalité principale? J'aimerais que tu me dises quels sont leurs buts à eux, à ces individus finalement, avec de cet intérêt à la Terre, de savoir et de connaître finalement de la dater. Quels intérêts ils ont à ça? Ils le font sur d'autres planètes. C'est une question de... nous, par exemple, je vais donner un exemple idiot, mais par exemple, un fermier va compter ses vaches pour savoir combien il a de vaches. Eux, ils ont... Et nous, on a nos montres pour calculer le temps. Ouais. C'est une manière, en fait, de se repérer dans le temps. D'accord. Très bien. Ok. On va laisser de côté maintenant ce sphinx. On en a compris l'origine. On a vu de quelle finalement civilisation était à l'origine de la construction de ce sphinx. Maintenant, j'aimerais que tu t'intéresses plutôt à la population égyptienne qu'il y a à cette époque où ils construisent ce sphinx. Tu es donc... Il n'y a personne en Égypte à cette époque-là. D'accord. C'est pour ça que... Il n'y a que le sphinx. Il n'y a pas d'humain. D'accord.
Très bien. Il n'y a que cette structure à cet endroit-là. Elle est à cet endroit-là parce que c'est un endroit précis sur les continents qui leur permet de comptabiliser le D'accord. temps. Mais c'est pas, y a pas de civilisation égyptienne antique. Ok. Pardon. Parfait. Alors à ce moment-là, tu vas aller à la naissance finalement, au moment où il y a les premiers hommes, la première population sur ces terres. Va à ce moment-là, Mélanie. Je vois vers moins 5000. D'accord. Ok. Et je suis pas sûre du chiffre. Et Observe. Observe un petit peu cette société. À ce moment-là, son organisation. Qu'est-ce que tu vois? je vois différentes castes. Mhm. Très bien. Il y a des agriculteurs. Je vois que je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je vois que la femme est énormément respectée. Mais c'est pas à moins 5000, c'est encore plus récent. D'accord. Essaye de me dire, essaye de le préciser à peu près dans le temps par rapport aux autres civilisations. Prends finalement un regard extérieur par rapport à l'évolution des autres civilisations à ce moment-là dans le monde, sur les autres continents. Essaye de te situer par rapport à ça, Mélanie. Dis-moi à quelle époque nous sommes dans ce que tu visualises. J'ai un malaise sur les chiffres là ce soir. Je sais pas, ça me paraît pas cohérent en fait. Très bien. Ce que je vois par contre, c'est que l'Égypte elle a une place particulière de par le Nil en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent plus prospérer. Ok. Très bien. Donc là, c'est vraiment un but finalement de proximité au Nil qui leur permet Ouais. finalement de s'établir et de créer finalement une sorte de naissance de civilisation à cet endroit-là. Mais je vais te dire ce que je ressens, hein, ça me surprend même. J'ai même l'impression que ce Nil il a été placé là parce qu'en fait cette partie des terres en fait est particulier au niveau équilibre en fait par rapport à toutes les autres terres. C'est pour ça peut-être qu'au début je voyais la Pangée, je sais pas. Ouais, ouais, écoute, tu vas aller finalement, tu ressens que c'est lié à une création. Va voir ce qui se passe au moment de la création du Nil. Bah, je reviens sur les cinq Les cinq personnages que je vois surtout en lumière d'ailleurs. Ouais. Ça me rapporte à eux. Très bien, va C'est voir comme ce s'ils qu'ils avaient font. Va planté voir. le décor. Ouais, très bien. Ils plantent le décor pour attirer des hommes, la venue des hommes à côté de ce qu'ils ont placé. Est-ce qu'il y a un but? Non, c'est une conséquence que les hommes. D'accord, que ce soit rapproché par rapport aux conditions favorables dues à la proximité Enfin, du Nil. ouais, disons que ils le voulaient bien, mais c'était pas le but premier. Ok, très bien. C'était pas dérangeant, mais c'était pas le but. Quel était le but Ouais. alors? Placer ce sphinx. Je vois que D'accord. c'est la pièce maîtresse. Ok, et il leur fallait créer donc ce fleuve, le Nil. Oui, Ils en avaient oui, besoin, parce c'est quoi que par rapport à... C'est lié à par l'eau? rapport par rapport à la relation qu'il y a entre la géographie et la disposition des étoiles, de la galaxie, de la Voie lactée. En fait, il faut que ça fasse miroir. Donc en fait, ils ont calqué la géographie de cette partie sur l'image du ciel. D'accord. Ok. Alors, je comprends le principe. Je comprends vraiment très bien le principe. Mais par contre, je veux comprendre le pourquoi. Quel était leur intérêt à calquer finalement ce qu'il y avait dans le ciel autour de de cette pièce maîtresse qui est le Sphinx. Et dis-moi ce que tu ressens. Pour que effectivement que ça interpelle les humains. D'accord. Mais Ok. après qu'ils s'y installent là, c'était pas leur but premier, mais c'est bien, mais c'est pour les interpeller. Ouais. Ok.
Très bien, j'aimerais que tu reviennes maintenant au niveau de cette population égyptienne donc, qui vit à cette époque, quelle que soit l'époque finalement que tu visualises. Intéresse-toi au système de caste. Tu m'as parlé tout de suite de caste. J'aimerais que tu me dises comment étaient organisées ces castes. Quelles étaient-elles? De manière héréditaire, Ok. par lignée. Il y avait les gens qui, par exemple, faisaient le pain, ben, le fils, il ferait du pain. D'accord. Tout ça pour tous les corps de métier. C'était que après, c'était possible aussi je vois qu'il y a quand même des croisements, mais il fallait qu'une famille accepte de prendre D'accord. un enfant d'une autre famille pour le former. Ok, pour le former. Ça ne se faisait pas par exemple également au travers des mariages? Si un beau-fils, par exemple, pouvait intégrer le métier de son beau-père. D'accord. Ok, très bien. C'était juste une Mais c'est question. vrai que c'était des transmissions par famille, en fait. C'est très clair. Très bien. J'aimerais maintenant que tu t'intéresses à autre chose que la population. J'aimerais que tu t'intéresses à qui ou quoi était Ra, le dieu égyptien du soleil. D'abord, sur le plan physique. Qui était ce Ra? Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à une orbe. Mhm. Mais tu dis sur le plan physique. Si tu vois quelque chose sur le plan physique. Non, pour l'instant, je vois vraiment que comme une orbe, mais assez grosse. D'accord, alors c'est intéressant, tout à l'heure tu me parlais un petit peu d'orbe également par rapport à ces personnages qui étaient à l'origine de la création de ce sphinx. Est-ce que finalement il y a un lien entre ces personnages et cette orbe que tu vois représenter ce rat? Non, je vois pas la même forme. Là, l'orbe, je la vois bien ronde, alors que les autres, je les voyais en ovale, comme ça. Ok, très bien. Alors, rapproche-toi de cette orbe. Qu'est-ce que tu vois maintenant sur le plan éthérique, Mélanie? Je vois comme comme une mélodie ou comme quelque chose en fait qui unit le peuple en fait, comme une tradition, un enseignement qui les rend solidaires entre eux. D'accord. Un lien. En fait, je vois, ouais, c'est ça. En fait, je vois un lien entre cette orbe et tout le peuple et chaque personne du peuple égyptien. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'apporte ce lien? Soumission, Ok, très la bien. dévotion, Mhm. c'est ça. Ok, très bien. J'aimerais que tu observes maintenant un habitant de de cette Égypte. Sur le plan physique, à un moment donné où il est en train de prier ce dieu du soleil, ce rat. Dis-moi ce que tu perçois. C'est comme si il y avait une substance qui sortait un peu de sa tête et qui allait dans cette orbe en fait D'accord. quand il prie. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Que ça nourrit. J'appelle ça une orbe, mais en fait c'est trop gros pour être une orbe. Oui, on va s'y intéresser après, mais j'aimerais juste que tu me décrives ce mouvement que tu vois partir de sa tête. Ça fait une petite substance vaporeuse un peu bleutée. Et Elle est composée de quoi cette substance vaporeuse bleutée? de j'entends désir, espoir, c'est un mélange de différentes émotions. Ok, alors suis cette énergie qui est envoyée vers ce rat, cette orbe. En fait, j'appelais ça une orbe, mais c'est un vortex, en fait, c'est un passage. Ça me paraissait rond et lumineux, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça une orbe. D'accord.
Et si tu vas derrière, je tombe directement dans un vaisseau de reptiles. Ok, bon, va pas jusque là. Reste pour le moment à cette entrée. Je vais t'inviter, Mélanie, à rester juste en stand-by, à t'observer, à faire le nettoyage avant de se préparer à faire le grand saut et aller dans ce vaisseau. Je vais aller tousser un instant. Je te demande donc de continuer à te nettoyer, à te préparer. En attendant, j'en ai pour une petite seconde. Ok. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, Super. On va pouvoir y aller. J'aimerais maintenant que tu prennes ce tunnel, Mélanie, et que tu arrives dans ce vaisseau. Mm. Décris-moi ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'ils font de cette énergie bleutée que tu suis et que tu accompagnes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils en font? je la vois être stockée dans des bonbonnes. Ok, très bien. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces bonbonnes? C'est de la matière première pour la technologie, propulsion, tout ce genre de choses. D'accord, ok. Très bien. Alors maintenant que tu es donc avec ces êtres, essaye d'observer autre chose. Là, on était effectivement sur cette énergie, donc qui partait dans ces bonbonnes. Quelle est la fonction de ce vaisseau? Quelle est la fonction et quel est le but et le rôle de sa présence? La fonction d'illusionnisme, parce qu'en fait, ils ont différents moyens d'apparaître. En fait, c'est comme si je voyais un des reptiliens là, qui était devant une console, en fait, et il avait la capacité de faire apparaître devant des humains ciblés Oui. différentes formes Mhm. d'anges selon leur religion. D'accord. Ok. Intéresse-toi à ces formes. Essaye d'aller à des moments où ils font prendre forme à ces formes auprès de ces différentes populations. Alors, je te parlais d'anges, mais c'est surtout, ils apparaissent surtout en forme de démons, en fait, parce que l'humain marche mieux dans la peur, en fait. Enfin, de leur point de vue. L'humain est plus docile quand il a peur de ce qui va arriver. Ok. Très bien. Maintenant, j'aimerais toujours en restant pour le moment dans ce vaisseau, pour bien percevoir les informations, j'aimerais que tu me dises quel est le rôle du symbolisme représenté par l'œil de rat. J'ai essayé de toucher en fait une majorité de personnes parce que c'est un symbole très simple. Ok. Pour eux c'est très simple aussi on va dire à fabriquer en fait. Okay. Et ouais, c'est dans ce sens-là, c'est quelque chose de très simple qui touche tout le monde. Ok. Très bien. Toujours connecté à ce symbolisme donc de l'œil de rat, est-ce qu'il avait une utilité sur d'autres plans finalement que sur le plan physique, c'est-à-dire de toucher un maximum de monde, c'est quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre but, plus éthérique peut-être, plus métaphysique? Tu parles de l'œil de rat ou l'œil d'Horus? L'œil de rat. L'œil de rat. Tout à fait. On est bien? Alors, à ce moment-là, c'est peut-être une erreur, et je te l'accorde dans le protocole que j'ai sous les yeux. Regarde ce que tu pressens. Si c'est l'œil d'Horus, regarde-le et dis-moi même métaphysiquement ce que tu ressens par rapport à pour ça. moi, c'est totalement différent. Ok. Alors, en fait, ouais. Non, alors à ce moment-là, on va pas s'y intéresser pour le moment. Mélanie, je vais
te laisser continuer à regarder finalement tout le symbolisme qu'il y avait à travers donc ce rat, quels que soient les symboles qui étaient utilisés. Et j'aimerais que tu me que tu me décrives En fait, l'œil ce que de tu vois. rat, moi, de ce que je perçois, en fait, Mhm, c'est pour moi, de ce que je vois, ça représente vraiment un cercle avec les rayons du soleil, très simplement. mhm, Et donc ça, c'était très simple à partager, à dessiner, à, à toucher tout le monde, comme je disais. mhm. Et de manière éthérique, en fait, ça symbolise cet orbe que je voyais tout à l'heure, et ce portail, ce vortex, en fait, qui aspire les émotions. Ok, très bien. Alors, effectivement, l'œil de rat est très semblable, finalement, à l'œil d'Horus. D'après ce que j'ai sous les yeux en termes de visuel, aujourd'hui, tel qu'il est utilisé, aujourd'hui, tel qu'il est retranscrit. Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens par rapport à son utilisation, même encore aujourd'hui? Que ce soit cet œil de rat que tu voyais donc plutôt comme une sorte de soleil au niveau du symbolisme, j'aimerais que Mm. tu ailles plutôt sur l'œil d'Horus à ce moment-là et sur la représentation de cet œil-là. Dis-moi ce que tu voyais de différent. L'œil d'Horus, je vois vraiment ça comme quelque chose de très complexe. Je vois ça comme une formule mathématique avec des tas de données dedans. Ok. Surtout au niveau ésotérique, Mhm. mais aussi au niveau physique. Je vois ça, alors que ce que je voyais avant, c'était au contraire, c'était la simplicité en fait. Ouais, ok, tout à fait. On avait vraiment un rôle et pour toucher finalement un maximum de monde, pour finalement voilà, essayer de rester dans quelque chose de très simple, alors que là, on est vraiment sur des choses qui ont été calculées à l'avance. Et donc, dans quel but, Mélanie? Qu'est-ce qu'il y a ces formules que tu vois, qu'est-ce qu'elles ont comme action sur ceux qui peuvent les regarder? Elles ont une action libératrice. Mhm. Elles ont une action totalement différente. C'est pour ça que Ouais. je vois vraiment pas du tout la même chose. Je vois pas que ce soit les mêmes Mhm. instigateurs. Ça n'a pas les mêmes conséquences en fait sur les humains. Ok. Et, et ça, de ce que je perçois en fait de l'œil d'Horus, ça a vraiment une action euh, libératrice si Mhm. tu apprends à t'en servir en fait. D'accord. Ok. Ok, très bien. Et au-delà de la libération, une action euh, de plus en plus autonome pour l'humanité en fait. Mhm. Libératrice, ça revient à ça, mais Ok. Très bien. Alors maintenant, effectivement, je dirais de manière plus globale, au niveau mondial, en 2020, comment cet œil influence encore notre civilisation aujourd'hui, de manière très concrète. en fait, il faudrait qu'on étudie beaucoup plus ce symbole. Il faudrait le décomposer. Euh, il a beaucoup de sens cachés dedans. Mhm. Donne-moi l'un Et de ces sens cachés. directement l'utilisation de la glande pinéale, D'accord, et à quelle fin? de manière justement à acquérir de l'autonomie et à se libérer en fait de cet esclavagisme matriciel. D'accord, il aurait un effet positif. En tout cas, Alors, positif, il effectivement, peut entre être guillemets. utilisé, voilà, c'est ça. Ok. C'est un symbole Mhm. qui, s'il est étudié, s'il est compris, Mhm. peut être positif. D'accord. Par contre, c'est vrai qu'actuellement, il est utilisé de manière basique, Mhm. on va dire plutôt négativement. Ok. Mais chaque personne peut utiliser ce symbole pour se libérer. C'est une Ok. voie. Très bien. Très bien. Et je le vois vraiment très complet quoi, et Mhm. très complexe. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant
que tu n'as pas encore évoqué au sujet de cet œil? Je vois Autre même chose. que les proportions sont intéressantes, importantes en fait. Mhm. Les proportions mathématiques dans le symbole même sont importantes. Ok, J'en d'accord. saisis pas encore bien Mhm. la finalité, mais c'est quelque chose à étudier. D'accord. Très bien. Parfait. J'aimerais maintenant que tu t'intéresses aux pyramides, Mélanie. Tu me disais tout à l'heure que tu les voyais bien après l'apparition du Sphinx. Dis-moi, en te connectant à la principale, la plus grande, la plus connue, Khéops, oui, Mm. là où il y a... Tout à fait. Dis-moi ce que tu vois. Décris-moi sa construction. Par qui cette pyramide est bâtie? en fait, je vais te dire ce que je Dis-moi ce que tu perçois. vois. Je perçois que c'est effectivement, j'allais dire un gros mot, mais un sacré appareillage. Mhm. Euh, les plans sont exceptionnels. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a jamais vraiment fonctionné sur Terre. D'accord. Ok. J'ai l'impression que c'est une sacrée machinerie Mhm. qui vient. Les plans viennent peut-être d'ailleurs. C'est comme ça que je vois les choses, Mhm. mais que sur Terre, c'est une pâle copie, plus Mhm. ou moins construite déjà en ruine, même D'accord. si elle nous Ok. paraît splendide, Mhm. et qui n'a peut-être pas fonctionné sur Terre. D'accord. Ok. Très bien. Alors quand tu dis peut-être pas fonctionner, essaye de capter un moment où elle est en fonction. Bah, je vois cet appareil en fonction, mais pas sur Terre. Ok, bah alors va voir cet appareil en fonction ailleurs. Et dis-moi comment ça se passe. Décris-moi le fonctionnement, ce que tu vois. Je vois que ça a une action hyper importante sur l'eau Mhm. en général. Euh, Ça capte l'eau du sous-sol, ça la structure, ça la dynamise, et rien qu'avec euh, de alimenter une civilisation avec une eau structurée, euh, ça permet d'avoir une harmonie hyper intéressante dans cette civilisation là que j'observe. Ok. Les gens sont bien plus solidaires, bien plus en Mhm. phase, les uns harmonieux. Ils sont en D'accord. phase les uns avec les autres. Très Ça bien. change tout. Mhm. Tu t'es intéressé à un endroit où elles avaient été également construites. Donc j'imagine qu'effectivement, et un autre endroit que sur Terre, bien sûr. Donc j'aimerais savoir maintenant, Mélanie, comment, finalement, qui est à l'origine de ces pyramides? Quelle civilisation, quels êtres? Ce que je perçois, c'est que la forme pyramidale, en fait, elle est assez commune dans l'univers, elle est assez Mhm. utilisée. Après, je sais pas si j'ai l'information pour trouver la première civilisation qui a Ouais. utilisé les pyramides, mais là, sur la planète que j'observe, Mhm. je vois que euh, c'est pas eux qui l'ont découvert, par contre, ils l'utilisent. D'accord. Ok. Et Donc, c'est comme s'il y avait des alors, justement, je me demande comment, en fait, cette technologie a pu être essaimée dans l'univers. mhm. Et en fait, comme il y a énormément de voyages, en fait, et de visites et Mhm. de tourisme, on va dire, euh, ça a été appliqué à d'autres endroits. Ok. Très bien. Alors, elle a un travail sur l'eau et Mhm. un travail aussi euh, sur l'énergie. Euh, c'est une planète tellurique Mhm. que je vois qui a les mêmes, enfin, qui a à peu près Les mêmes conditions les mêmes que sur Terre. Ouais. propriétés, voilà, avec tout ce qui est électromagnétisme, tout ce qui est Mhm. foudre. Et je vois que cette civilisation a de l'électricité gratuite, non quantifiable, pour D'accord. tout le monde. Issu de l'utilisation de cette pyramide, hein, on est bien d'accord. Oui, Ok. c'est la pièce maîtresse. Après, il y a d'autres Mhm. relais, mais c'est la pièce maîtresse. Ouais. D'accord. Très bien.
Extrêmement intéressant. Ok. J'aimerais maintenant que tu me dises ce que tu vois de semblable entre la civilisation égyptienne, celle, en tout cas la population égyptienne se trouvant là à ce moment-là, ce qu'on a pu donc, enfin, ceux qui ont pu côtoyer finalement ces pyramides et ce sphinx sans en être à l'origine. J'aimerais que tu me dises quels sont les finalement les choses qui se ressemblent avec la civilisation Inca. Je vois, elle est même reptilien derrière. C'est un des gros points communs, Mhm. Ok, en fait. Ouais. intéressant. C'est pour ça que il y a beaucoup de similitudes. C'est Mhm. parce que c'est les mêmes joueurs. Ok, parfait. Sur le plan physique, est-ce que tu vois des origines communes? Non. Ok, parfait. J'ai même pas l'impression que les Mhm. peuples se soient côtoyés. D'accord, Ça vient tout du haut. très bien. Donc sur le plan éthérique, tu les vois reliés aux mêmes entités, en tout cas qui s'occupent de finalement de récupérer toute une sorte de d'énergie finalement générée par le peuple à travers leurs croyances. Est-ce que tu vois finalement d'autres actions de ces êtres, cette fois-ci sur la religion, enfin sur la civilisation, pardon, Inca? Est-ce que tu vois une autre action que celle de récupérer leurs énergies à travers leurs croyances? Ce qu'on a vu avant. Euh, du divertissement. Ok, Ils se divertissent avec le peuple inca. d'accord. De quelle manière ils se divertissent, ça m'intéresse. Sexuellement parlant. Mhm. Ok, très bien. Bah, Mélanie, est-ce que tu peux me décrire une scène, sans rentrer forcément dans les détails, mais en tout cas de voir ce qui se passe, quel type de relation sexuelle? C'est une... Disons que ils peuvent, ils recherchent le plaisir en fait, tout simplement. Donc, Mhm. Ok, ouais, c'est basique. très bien. C'est classique, c'est basique. Ok, Oui. très bien. Effectivement, donc ces civilisations, selon donc les pontes de l'archéologie moderne, ce qui nous est dit officiellement, ne se sont jamais rencontrés, n'ont jamais été en contact. Ça vient finalement valider ce que tu vois toi également dans les terres par rapport à ces cultures, bien physiquement. Physiquement, je les vois pas ensemble. Ensemble, ouais, Voyager, aller l'un chez l'autre. très bien. Finalement, on s'aperçoit que ces deux cultures ont les mêmes arts antiques, le même symbolisme, la même mythologie et religion. Et finalement, ça vient également rejoindre ce que tu viens de me dire à l'instant, mais j'aimerais que tu me dises si ça s'explique finalement par ce que tu viens de me dire. Qu'ils aient donc les mêmes arts antiques, la même architecture, le même symbolisme et la même mythologie. Parce qu'ils avaient les mêmes muses. Les mêmes muses. Très bien, Oui. intéresse-toi à ces muses, dis-moi. En C'est plus. ces entités, hein, mais Ouais, du ces coup, ils entités, ouais, tout à fait. prenaient la forme Hmm, de muses, entre d'accord. autres. Ok. Très bien, en plus de toutes les formes également que tu Ils me sont très décrivais tout à l'heure. polymorphes. Et Hmm, ouais. Mm. ok. C'est extrêmement précis et intéressant. Ok. Mais en fait, c'est comme des hologrammes. C'est comme je te disais quand on était dans Mhm. la navette devant son truc de contrôle. En fait, Ouais, mais c'est ça. si tu veux, il fait un hologramme. Après, Mhm. c'est lui qui parle. Mais Euh, c'est exactement à ça que en tout cas, je pensais exactement à ça au moment où tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Je voyais ça en termes de représentation holographique au moment où finalement il faisait apparaître ces formes sur le plan physique. Ok, très bien. du coup, ça inspire les humains et ça les Mhm. emmène dans telle ou telle direction. Donc Ok, là, il les emmenait dans plus ou moins les mêmes directions. tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas assez d'imaginaire pour imaginer plusieurs choses différentes. Ok. Alors, est-ce que tu peux quand même me dire si tu vois physiquement quelques exemples, peut-être un ou deux, qui indiqueraient que la civilisation égyptienne et Inca auraient quelque chose en commun?
Je vois tout de suite certaines Mhm. pièces en bronze Ouais, qui jointaient en fait certaines pierres, la même d'accord. forme. Ok. Très bien, ça avait un but précis. C'était important? Oui, ça tient la structure. D'accord. Ok. Très bien. En dehors de ça, est-ce que tu vois d'autres choses qu'ils auraient en commun sur le plan physique? On est toujours dans les constructions. On est toujours dans, oui, ce que tu pourrais percevoir en autre que l'architecture, le symbolisme, les arts antiques. Sur le plan physique, qu'est-ce qu'ils auraient en commun? L'organisation du peuple. D'accord. Ok. C'était le même fonctionnement également chez les Incas. Oui, Système de caste. oui, avec transmission héréditaire ou en tout cas par Mhm. mentorat. D'accord. Ok. Ok. J'avais un petit peu anticipé cette question tout à l'heure, mais comme on avait déjà abordé les pyramides, j'aimerais maintenant que tu t'intéresses finalement également aux deux autres. On va revenir sur le sujet des pyramides. On a bien étudié la première, celle que tu m'as dit tout à l'heure, la pyramide de Khéops. J'aimerais que tu t'intéresses également aux autres. Finalement, est-ce qu'elles ont une fonction en commun, toutes ces pyramides? Ou est-ce qu'elles ont une fonction unique chacune, bien précise? Qu'est-ce que tu perçois? Je vois que Mykérinos et Képhren, c'était vraiment euh, de manière à ce que le plateau représente bien la constellation d'Orion. Mais D'accord, ok. elles ont pas la saveur de Khéops et elles ont pas Mhm. la fonctionnalité en fait. D'accord, ok. D'accord, C'est des coquilles vides. très bien. Même si Khéops était, euh, je vois pas qu'elle ait Mhm. fonctionné sur Terre. Ok, alors là, essaye d'aller voir rapidement côté Inca. Ils ont également construit des pyramides, pas les mêmes, mais également. Est-ce qu'il Mm. y avait un but Pas, différent? pas- alors ouais, c'était pas. Alors il y avait le but de ces entités de construire une civilisation qui allait dans le sens qui leur plaisait, Mhm. mais je vois pas les pyramides d'Amérique du Sud fonctionner. Enfin, Hmm. elles n'ont pas été construites dans le but de fonctionner comme des générateurs ou comme des harmonisateurs hydriques. D'accord, ok, très bien. C'est comme si en fait ils avaient commencé un scénario en Égypte et Mhm. ils récoltent ce qu'ils veulent et du coup en fait ils copient en fait le même scénario mais plus basiquement, Mhm. mais ils se rendent compte que ils obtiennent la même chose des humains. Donc ils n'ont pas D'accord, besoin d'être ok. aussi élaborés dans leur scénario. Hmm. Très bien, c'est très clair. Ok. Très bien, maintenant j'aimerais que tu ailles sur le plateau de Gizeh ou Gizeh. J'aimerais que tu observes les trois pyramides sur le plan physique. Tu m'as dit que finalement ça collait avec Orion. Ça vient maintenant dans une de mes questions, c'est-à-dire que on a découvert une corrélation entre la position des trois pyramides et les trois étoiles de la ceinture d'Orion. Tu as donc perçu cette corrélation. J'aimerais maintenant que tu t'y intéresses d'un peu plus près. Quel était le but de cette représentation d'Orion? Et j'y vois une fausse piste. Ok. Euh, et j'y vois vraiment un scénario. Euh, je vois pas ces entités. Mhm. De ce que je perçois, elles viennent pas d'Orient. Ok, d'accord. Très bien. Les entités, on parle bien des cinq qui sont à l'origine du sphinx que tu me décrivais tout à l'heure ou pas du tout? Ou tu me décris les Pas du reptiliens? tout. Ok, Les on parle bien reptiliens. des reptiliens, d'accord. Ok, Ouais. très bien. Ok. Ok. Et quel est le but de cette diversion? Finalement, qu'on se désintéresse de l'intérêt principal que tu me décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire Khéops, et qu'on s'intéresse plutôt à la corrélation, à une sorte euh, de, de, de lien entre ces trois pyramides? J'ai l'impression que l'incertitude, en fait,
les nourrit. D'accord. On est Ok. toujours en recherche. Mhm. Très bien. Ok. Et donc il retire également, il bénéficie de cette énergie d'incertitude, de réflexion autour finalement de de ce thème et de ce que ces pyramides représentent aujourd'hui pour nous. Oui, ça nous, Ok. le mystère anime l'humain. D'accord. Très bien. Ok. Parfait. Donc finalement, ça avait un but de diversion, mais pourquoi ils ont fait cette diversion exactement? Ils ont peur de quelque chose? Bien sûr, ils ont peur de notre autonomie, c'est ça qui leur fait le plus peur. Ok, très En bien. fait, là, le fait qu'on suive ce scénario, c'est ça qui les nourrit. Hmm, ok. Parce que comme tu l'as décrit tout à l'heure, hein, l'utilisation de ces pyramides par d'autres civilisations ailleurs, finalement, ça nous permettrait d'être totalement autonomes énergétiquement. Est-ce que tu voyais autre chose tout à l'heure? Essaye de retourner là-bas et dis-moi tous les apports que cette pyramide, la compréhension de son utilité est venue changer pour leur peuple, En pour fait, à ses partir du habitants. moment où tu as une eau structurée, dynamisée, en Mhm. fait, on va dire toute la faune et la flore sont, comme je disais, beaucoup plus en phase. Ok. Il y a beaucoup moins de lutte que sur Terre. Du coup, ça crée un monde totalement différent, Mhm. beaucoup plus paisible. Euh, Il n'y a pas de. Je vois sur cette planète, je vois un peuple, pas deux, mais un seul. D'accord. En fait, c'est le même peuple. Ils font tous partie de d'un peuple. Hmm. Ok. Ils vivent en harmonie. Oui. Très bien. Comment leur société est structurée, ça m'intéresse là par curiosité, comment leur société est structurée maintenant qu'ils ne font qu'un peuple. Comment elle est composée cette société? Eh ben, c'est pas du tout héréditaire Mhm. comme enseignement en fait. Euh, il peut y avoir à partir du moment où tu choisis ce que tu veux faire, tu intègres le groupe qui œuvre dans cette activité-là. Il n'y a pas D'accord. de limite. Ok. Très bien. Tout le Ça, monde est libre? ça change tout. Ok. Ouais. Très bien. Et que tu sois jeune ou âgé, tu intègres le groupe que tu veux. D'accord. Ok. Très bien. On va pas s'y intéresser plus que ça. C'était par curiosité supplémentaire. J'aimerais maintenant que tu reviennes donc sur nos pyramides à nous. On va rester quand même sur celle de Khéops, puisque c'est celle donc qui mérite le plus d'intérêt à travers ce que tu me dis et ce que tu vois. J'aimerais donc que tu t'intéresses aux hiéroglyphes maintenant. Ceux qui sont présents dans cette pyramide. Qu'est-ce que peux me dire? Je- Tu n'en J'en vois pas. tu n'en vois pas. Ok, parfait. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes plutôt quelques hiéroglyphes de manière générale. C'est ce qu'il y avait donc sur les structures entourant finalement, que ce soit les pyramides, que ce soit les, le sphinx. J'aimerais que tu regardes ceux qui ont décrivent un hélicoptère, un avion, un sous-marin, une soucoupe volante. On les a d'ailleurs tous Mm. vus, on a pu les voir. Pourquoi est-ce qu'ils ont été représentés, ces hiéroglyphes? Je, je- Ce que je perçois, c'est qu'ils ont été sculptés très récemment. D'accord, très bien. Alors, ça m'intéresse. Pourtant, officiellement, je crois, mais c'est à vérifier, c'est vraiment entre guillemets, je crois qu'il a été annoncé officiellement que ces hiéroglyphes, représentant un hélicoptère, un avion, un sous-marin, une soucoupe volante, étaient bien datés de l'époque de cette civilisation égyptienne qui vivait à cette époque-là. Donc, comment
Dis-moi ce que tu vois par rapport à ça. Moi, je vois les pyramides, à part le Sphinx, je vois les pyramides très très récentes. D'accord. Et ces hiéroglyphes aussi. Très bien. Et je vois qu'on construit encore, actuellement, on fait encore des tombeaux. Actuellement. Ok. On creuse des tombeaux. Et la science officielle va les dater de plusieurs milliers d'années. D'accord. Ok. Très bien. Alors, ok, elles sont beaucoup plus récentes, toutes ces pyramides, même la pyramide de Khéops. Bah, j'aimerais vraiment que tu essayes de t'intéresser à sa construction, la pyramide de Khéops, ceux qui ont initié sa construction. C'est les mêmes, hein, Ok, très bien, je c'était vois ce que les tu me disais tout à Illuminati. l'heure. Oh, ok, d'accord, très bien. Les Ok, ouvriers des Illuminati qui sont sous la gouvernance de ces reptiliens. d'accord. Ok. Là, tu me parles des pyramides supplémentaires qui n'ont pas encore donc été découvertes officiellement, ou Non, tu me non, parles bien des Khéops. trois? Ok, tu me parles de Khéops également. Oui. Ok. Comment ils ont obtenu cette finalement l'accès à cette technologie? Tu me décrivais quand même la fonction de Khéops tout à l'heure, qui pouvait effectivement permettre de devenir un peuple totalement autonome. Alors comment ils ont réussi à obtenir cette technologie et la construire? C'est les reptiliens qui les ont inspirés à construire ça. D'accord, ok, très bien. Pour, euh, on va dire, faire le buzz, capter l'attention de l'humanité, en fait, sur ça. C'est c'est extrêmement intéressant. Tout est Extrêmement fait pour intéressant. nous détourner, en fait. En fait, on est tous en train de chercher le mystère à l'extérieur. Ouais, tout à fait. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que Mm. finalement, on est Et, quand même tous bien influencés, quel que soit finalement ce qu'on nous laisse entendre. Et ça peut même venir. En tout cas, bon, je vais euh, je vais te laisser euh, te déconnecter finalement de ces hiéroglyphes et de ce qu'on a pu voir par la suite. attends, je voulais Oui, juste dire vas-y, dis-moi. quelque chose, si tu me permets. Bien sûr. C'était comme si, en fait, mm, leur scénario faisait qu'on était dans un labyrinthe extérieur et que plus on découvrait des choses, plus on avait de questions. Ça n'a pas de sens. Et tout ça, ça continue à les nourrir finalement, en tout cas à Oui, avoir un but pour eux, et ils captent tout ça, toutes ces énergies d'incertitude, de, de de doute, doute, tout d'espoir, à fait. d'avidité. Et en fait, c'est Ok. aussi les gradients qu'on a des fois où on est plein d'espoir parce qu'on découvre quelque chose, puis qu'en fait, on comprend pas plus parce qu'on a encore plus de questions. Et ces différences d'amplitude émotionnelle, ça aussi, ça les intéresse. Ok. Ok, très bien. C'est tout D'accord. ce qui est réactionnel par rapport à ce qu'ils Hmm. mettent en place, ce qui les intéresse. Ok, ils n'ont absolument aucune peur que l'on puisse découvrir un jour l'utilité de cette pyramide de Khéops et qu'on l'utilise à bon escient. Ces reptiliens qui nous ont mis finalement. Ça pourrait arriver, mais en fait, il y a tellement Hmm. de chemins différents. Ouais, Et tout on à est fait. tous en train de se battre parce qu'on est persuadé de La vérité. c'est cette vérité-là. Hmm. Donc du coup, c'est le fait qu'on soit tous en conflit les uns les autres qui fait qu'on n'arrivera jamais à trouver la solution. Ok. Finalement, tout ça effectivement n'a que peu d'intérêt. Même finalement ce sphinx, puisque ce sphinx effectivement, tu m'en as décrit la fonction tout à l'heure, ce n'est rien d'autre qu'une balise pour finalement ces êtres qui l'avaient créé là. Est-ce qu'il y a autre chose de plus, je dirais, que tu verrais encore lié Je les soit. vois pas. J'ai l'impression que ces êtres-là, ils se nourrissent pas de l'humanité. Ils Hmm, sont pas, tu vois, ah ouais, ils sont c'est autonomes. l'impression que ça m'en avait donné. Tout à fait. Euh, Les autres sont dans le après, contrôle oui, et eux ont un rôle oui, observateur. d'observateur. Voilà, tout à fait. Sont très neutres. Ok. Mm. Et ça pourrait aider l'humanité Mhm. dans le futur, cette horloge. D'accord.
Ok. Mais il faut déjà qu'on arrive à comprendre les autres cycles. Mais ça peut nous aider. Ok, donc l'horloge, tu me parles bien du sphinx, hein? Oui. Ok, d'accord. Très bien. Ok. Alors j'aimerais maintenant que tu me dises là quelque chose de différent de ce qu'on avait pu voir jusqu'à maintenant, de qu'est-ce que tu ressens au niveau du type d'éclairage qui était utilisé à l'époque de la construction de ces pyramides. On va rester sur l'époque des pyramides du coup, parce que effectivement les questions de mon protocole sont effectivement moins adéquats à la suite de ce que tu m'as dit et de ce qu'on découvre au fur et à mesure de cette séance. Donc finalement, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un type d'éclairage particulier? Comment il De s'éclaire? Voilà. l'électricité, D'accord, comme de maintenant. l'électricité, comme aujourd'hui. Ok, Mm. très bien, très bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises pourquoi les Égyptiens, à l'époque, pratiquaient le rituel d'embaumement. Ce que je perçois, c'est que quand tu embaumes un corps, Mhm. euh, c'est comme si ça permettait. Bon, moi, je vois la mort comme un changement d'adresse, on va dire. Hein. Ouais, Et ben là, tu peux pas pleinement changer d'adresse. Tu restes accroché à la terre. Donc, tu d'accord. nourris le système. Ok, très bien, très bien. Le rituel d'embaumement, finalement, serait un pacte de liaison avec la Terre et à se réincarner de nouveau et de rester lié à la Terre? C'est comme ça que je le perçois. Ok, très bien. Non, mais c'est très clair. Je voulais juste Mm. bien comprendre ce que tu me disais. Très bien. Parfait. Mélanie, on en a fini avec cette session. Je vais donc procéder à un décompte. J'aimerais dans un premier temps déjà que tu te déconnectes de tout et de tous. Je comprends bien pourquoi il y a eu déjà ces quintes de tout pendant cette session et surtout cette difficulté au départ d'accéder à toutes ces informations, puisque quelle que soit la, 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 la force et la réalité de tout ce qu'on vient de récupérer, ce sont des informations très intéressantes puisqu'elles disent beaucoup d'autres choses que... Toi, c'est comme si, en fait, au début, je disais qu'il y avait plusieurs images qui se hmm, superposaient. Mais c'est comme s'il fallait ouvrir les mailles, en fait, hmm, déchirer un voile. déchirer toutes les illusions qu'on pouvait se faire de la civilisation égyptienne jusqu'à maintenant. Mm. Ok, très bien. Je vais donc t'inviter à te déconnecter de tout et de tous. Je vais commencer le décompte, Mélanie, et à 3, tu seras totalement et complètement revenu dans le présent à mes côtés. 1. Tu te déconnectes de tout et de tous. Ton esprit est en blanc. Total. 2. Tu vas maintenant élever tes fréquences à leur niveau idéal. Ta confiance en toi augmente en permanence et tu te sens de mieux en mieux. Pendant que tu reviens vers moi et que tu équilibres tes fréquences, ton double éthérique va se nettoyer, tel qu'il a l'habitude de le faire. Et à 3, Mélanie, tu es parfaitement revenu dans le présent, parfaitement ajusté et parfaitement équilibré. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni,
attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice,
Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni
e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa.
Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.